Nous allons donc commencer ce premier webinaire. Bonjour et bienvenue dans ce premier webinaire de l'année. Avant toute chose, je tenais, ainsi que toute l'équipe d'Aminogramme, à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Cette année sera particulière pour nous, au moins pour deux raisons. Nous fêterons le 20e anniversaire de la création d'Aminogramme, 20 ans de recherche, ainsi que de nombreuses innovations dans le secteur de la bioimpédancemétrie, mais aussi le lancement du BioDi Expert 3, le dispositif le plus avancé technologiquement du marché, proposant de nouvelles perspectives bien au-delà de ce qui a été connu jusqu'à aujourd'hui. 2023 sera aussi l'année pour mettre en place notre politique d'éducation sur la bioimpédancemétrie et son utilisation au travers de l'Aminogramme Academy. Que ce soit pour un médecin, une diététicienne, un kiné ou plus généralement un professionnel de santé ou autre professionnel, nous allons tout au long de l'année proposer des webinars avec des thématiques différentes afin d'essayer de couvrir le maximum de domaines. Par exemple, l'utilisation de la bioimpédancemétrie en nutrition pour le surpoids, l'obésité, mais aussi la dénutrition, en cancérologie, dans le sport, que ce soit en préparation, en suivi, en gériatrie, en cardiologie ou aussi dans la recherche. Lors de ces webinars, il y aura une partie théorique, mais aussi des études de cas, avec des cas pratiques, pour permettre de voir les différentes approches dans l'analyse des résultats. Tout ceci seront présentés par des utilisateurs du BioDi. Pour bien vous préparer à cela, nous avons décidé pour ce lancement de revenir aux fondements de la bioimpédancemétrie ainsi que de proposer un panorama sur l'utilisation en clinique. Pour cela, qui mieux qu'Alain Le Tourneur, cofondateur d'Aminogramme, chercheur et spécialiste en bioimpédancemétrie depuis plus de 30 ans, pour nous présenter la première partie. La deuxième partie sera présentée par notre PhD en physiologie et dernière arrivée dans notre équipe, Étienne Gouraud, qui est en charge du développement et de la recherche clinique au sein d'Aminogramme. Alain, c'est à toi. Voilà, donc j'ai maintenant tout sur l'écran. Nous allons commencer par juste un petit peu d'histoire pour retracer la bioimpédancemétrie et aussi un peu mon parcours. Donc moi, j'ai commencé à m'intéresser à la bioimpédancemétrie pratiquement à ses débuts. La bioimpédancemétrie sur un plan d'appareils commercialisés, ça a commencé il y a à peu près une quarantaine d'années. Et en 1990, j'ai fait l'acquisition de mon premier dispositif que vous voyez ici en photo. À l'époque, il y avait un petit écran et ça n'indiquait que des résistances et des réactances. Tout le reste, c'est-à-dire les compartiments corporels, etc., il fallait se débrouiller pour les interpréter. Donc, il y avait des formules, il y avait des choses, il fallait faire un peu les choses à la main. Ces premiers dispositifs, à cette époque, étaient tous de type monofréquence, c'est-à-dire une fréquence à 50 kHz. Un des avantages de ces dispositifs, c'est que au niveau de la précision des appareils, ils avaient une excellente précision. Et ce petit appareil que vous voyez là, je l'ai toujours, je l'utilise dans mes formations, et ça me permet d'expliquer aussi un certain nombre de choses, que par exemple, quand on déplace les électrodes à 1 cm près, ben, on ne va pas avoir du tout la même impédance. Donc, si on n'a pas la même impédance, ben, après, quand on fait les algorithmes pour interpréter la mesure, eh ben, on n'a pas les mêmes éléments corporels. Donc, avec les appareils qui ont des câbles et des électrodes, il faut être très précis dans la pose des électrodes. Et ce genre de dispositif est très adapté pour le démontrer. 2020, j'ai fait l'acquisition d'un Xitron qui était le premier, je pense, dispositif multifréquence et permettant de faire de la spectroscopie. J'ai toujours cet appareil qui est un excellent appareil et qui, à l'époque, faisait objet de références en matière de bioimpédancemétrie. Et j'ai appris beaucoup de choses au travers de cet appareil.
2003, j'ai été un peu passionné par cette technique. J'avais appris beaucoup de choses et donc j'ai décidé de fonder une société qui s'appelle Aminogram avec des membres de ma famille. Donc c'est une entreprise familiale. 2007, alors l'objectif était au niveau de l'entreprise de travailler bien sûr sur la qualité de la mesure, mais aussi sur l'ergonomie des produits. Et essayer d'avoir des appareils les plus petits possibles, et essayer d'avoir des fonctions qui permettent d'avoir la mesure la plus rapide possible, essayer d'interfacer les appareils avec des ordinateurs le plus simplement possible. Donc 2007, première innovation dans les dispositifs qu'on faisait, on a intégré un système Bluetooth qui permettait de communiquer directement avec un ordinateur. 2014, vous voyez la photo sur la photo, il y a 2018 qui est là. Ça a été le premier appareil sans câble. C'est-à-dire qu'en bioimpédance-métrie, on peut utiliser soit des câbles, soit d'autres systèmes, des balances avec des électrodes incorporées. Là, le principe qui est un principe qui est déposé, c'est de pouvoir faire une mesure sans câble du corps entier, c'est-à-dire en partant des deux extrémités, la main et le pied. Cet appareil donc, est tout petit, très léger, et il permet des mesures en ambulatoire avec, comme vous le voyez sur la photo, des expérimentations qui peuvent être faites dans des milieux extrêmes, puisque là, c'était en mer Noire, au pôle Nord, avec des plongeurs qui descendaient à plus de 100 mètres et qu'il fallait suivre, en particulier au niveau de leur hydratation. Après, au niveau de la technologie, je ne vais pas m'étendre énormément dessus. Vous avez des petits schémas qui sont là. Qu'est-ce que c'est que la bioimpédance-métrie? C'est avant tout une mesure. Donc, il y a deux types d'impédance mètres. Les impédances mètres qu'on trouve dans l'industrie, qui s'appellent impédance mètres, et les impédances mètres qu'on trouve dans le médical, qui s'appelle bioimpédance mètre. Pourquoi bio? Ça vient du terme biologique, ça vient du grec et ça veut dire la vie. Donc ce sont des appareils qui sont adaptés à des mesures sur l'être humain. Point commun entre les deux dispositifs, l'impédance électrique est mesurée en ohms et il mesure l'opposition d'un circuit au passage d'un courant alternatif sinusoïdal. Dans le cadre de la bioimpédance-métrie, c'est la mesure de la résistance des tissus biologiques à la traversée d'un courant sinusoïdal de basse tension égale ou inférieure à 800 microampères. Le corps humain étant composé de différents tissus, chacun pouvant donner des niveaux de conductivité électrique différents, on pourra entre autres en déduire des valeurs de compartiment corporel. Alors, il ne faut pas confondre mesure et interprétation de la mesure. Tout à l'heure, on a parlé de la mesure. La mesure, c'est l'appareil qui va le faire. Et qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner des impédances, des résistances, des réactances, un angle de phase, etc., etc. Ce sont des données électriques. Ces données, elles doivent être interprétées. Une fois qu'on les a interprétées, eh bien, on peut obtenir tout ce que vous voyez à l'écran, l'hydratation, la masse musculaire, la masse grasse, la masse osseuse, et encore d'autres choses, des éléments plus basés sur la cellule, comme l'angle de phase. Et si on utilise des données spectroscopiques, on a encore, on dira tout à l'heure, d'autres données exploitables en termes de marqueurs biologiques. J'ai
noter qu'il y avait deux grands principes d'évaluation de la mesure, multi-algorithme ou mono-algorithme. Multi-algorithme, c'est que tous les comportements que vous voyez affichés à l'écran, hydratation, masse musculaire, masse grasse, masse osseuse, sont déduits de l'analyse des courants qu'on a récoltés et interprétés au travers d'algorithmes. Mono-algorithmes, ce sont des dispositifs qui n'ont qu'un seul algorithme, qui est basé uniquement sur l'eau. Et à partir de l'eau, ils vont interpréter les autres compartiments sous forme de coefficients général multiplicateurs. Le principe de ce type de mesure, c'est de considérer que la masse non grasse de l'organisme est hydratée de façon constante. Donc, avec ce genre de dispositif, vous aurez toujours des gens qui sont parfaitement hydratés. Sauf que s'ils ne sont pas parfaitement hydratés, eh bien, forcément, ça ne sera pas tout à fait juste. Les différentes techniques. Aujourd'hui, la bioimpédancemétrie est très connue parce qu'on en trouve dans tous les supermarchés. Donc, ce sont des produits grand public, en général pied-pied. Il en existe aussi pied, main-main. Donc, les pieds-pieds, ils vont mesurer le bas du corps. Les mains-mains, ils vont mesurer le haut du corps. Il n'y a pas beaucoup de composants sur les appareils. La bioimpédancemétrie, c'est très compliqué. Et donc, ça donne des mesures qui sont plus ou moins fiables. Vous avez les dispositifs qui sont monofréquences. Donc, l'avantage du monofréquence, comme on l'a vu tout à l'heure, c'était un appareil monofréquence, le premier appareil que j'ai eu. Ce sont des appareils sur lesquels ont été faits énormément de publications. Donc, une grande partie des connaissances qu'on a en bioimpédancemétrie ont été faites à partir de ces appareils de type monofréquence. Un inconvénient, ils n'ont qu'une fréquence. Par contre, c'est une bonne fréquence puisqu'elle permet de donner l'angle de phase. Mais il n'y a pas de fréquence haute, il n'y a pas de fréquence basse. Donc, on est sur l'eau totale et on ne peut pas faire une mesure réelle de l'eau extracellulaire, entre autres. Les bifréquences, tout dépend des bifréquences. En général, ils sont sur une fréquence les plus connus sont sur une fréquence de 20 kHz et de 100 kHz. À 20 kHz, c'est trop pour obtenir l'eau extracellulaire. Et 100 kHz, il n'y a pas la fréquence à 50 kg, qui est une fréquence fondamentale pour obtenir l'angle de phase qui va nous donner des indications sur la cellule. Mono-algorithme, multi-algorithme, on vient de le voir. Multifréquence. Alors, quel est l'avantage de la multifréquence et quand est-ce que démarre la multifréquence? Multifréquence, il faut avoir au moins 3 fréquences. La fréquence à 50 kHz, ce qui va nous donner l'angle de phase, qui est une donnée fondamentale. Une fréquence plus haute, 100, 200, 1000 kHz, mais une fréquence plus haute qui nous permettra de pénétrer l'ensemble parfaitement des cellules et d'avoir l'eau totale. Et une fréquence basse, 5 kHz, qui ne passe pas la barrière cellulaire, donc qui va nous donner l'eau extracellulaire. Et quand j'ai l'eau extracellulaire et l'eau totale, je peux en déduire l'eau intracellulaire. Vous avez un petit schéma qui représente ce que je viens de dire au niveau des appareils multifréquences. Donc, vous voyez qu'avec les fréquences élevées, on va traverser les cellules. Et avec les fréquences basses, le courant va contourner les cellules. Et donc, on aura l'eau extracellulaire. Maintenant, il existe aussi des appareils qui font de la spectroscopie. Je vous ai montré le premier appareil qui a fait de la spectroscopie, qui était le Xitron, tout à fait au début. Pareil, ancien, il date de 2020, mais bon, il est resté un produit performant.
Notre objectif a été, les 3 dernières années, ces 3 ans de développement, de faire un produit du type portable, ambulatoire, très léger, performant, avec une ergonomie spéciale pour prendre des mesures à la fois avec des électrodes fixes et à la fois avec des câbles et des électrodes. Et on s'est dit, on va aller jusqu'au bout et on va aller jusqu'à la spectroscopie. Alors, c'est quoi la spectroscopie? On va travailler sur un spectre des fréquences très important qui va partir d'une fréquence quasi zéro à 1 kHz pour les meilleurs appareils et monter jusqu'à 1000 kHz, fréquences les plus élevées pour les meilleurs appareils. Et ça permet de déterminer un certain nombre de paramètres complémentaires. Vous voyez par exemple sur la gauche, la courbe qui est tracée là, ce sont tous les points de mesure. Il y a 54 points de mesure avec les résistances, les réactances, les impédances, il y a tout. Et cette courbe-là nous permet déjà de voir si la mesure a été bien prise. Là, vous avez vraiment des mesures qui sont parfaites. Et c'est un comparatif au niveau d'un sportif de très haut niveau qui est suivi. Et là, on voit une petite évolution entre les deux courbes, la courbe qui est bleue et la courbe qui est rouge. Celle qui est rouge, on voit qu'il y a une petite baisse de l'angle de phase. C'est très léger, hein, mais petite baisse. Donc, peut-être qu'il y a une petite perte de performance. Si on regarde le côté droit, ça c'est très intéressant, ça permet de classer les individus par catégorie. Là, vous avez 7 individus qui sont également des sportifs de très haut niveau, dont celui qui est à gauche, et on voit qu'il n'y en a pas un qui a le même profil. Et là, vous avez des données complémentaires qui sont sur l'angle droit. Vous avez R infini, donc, qui est la fréquence infinie, RC0 qui est la fréquence à zéro, la capacitance, la fréquence de résonance, etc. Ces données-là sont des marqueurs biologiques extrêmement intéressants et qui nous permettent de situer les individus au sein d'un même groupe, par exemple. Après, qu'est-ce qu'on trouve sur le marché comme produit? Vous avez des produits type balance pied-pied, type balance pied-main. Vous avez des appareils avec des câbles et des électrodes. Vous avez des appareils sans câbles, comme je viens de vous montrer, qui sont les appareils que nous fabriquons. Et vous avez le dernier appareil que nous allons proposer, qui est le BX3, qui, lui, est 2 en 1. C'est-à-dire qu'il a à la fois la technologie sans câble, qui est déposée, qui est une technologie qui nous appartient, et une technologie avec câble qu'on a rajoutée. Pourquoi? Pour avoir le produit le plus polyvalent possible. Dans certains cas, par exemple en réanimation, avec des gens qui sont en situation d'incapacité de se mouvoir, etc. La solution avec câble reste intéressante. L'autre sans câble, elle a un gros intérêt, c'est qu'elle fait économiser des électrodes, et les électrodes, aujourd'hui, ça coûte très cher. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Étienne. Alain, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, j'en profite pour demander aux personnes qui veulent poser des questions de le faire au travers du chat et on les reprendra pendant les 15 dernières minutes. Donc, pour étayer aussi les propos d'Alain, j'en profite pour vous montrer donc, le dernier venu, le BX3, donc avec possibilité de l'utiliser sans câble, mais aussi avec les câbles. Donc, il suffit de connecter le câble et vous pouvez faire les mesures donc avec des électrodes autocollantes. Donc voilà pour cette partie. Maintenant, je laisse la place au dernier venu dans l'équipe, Étienne Gouraud. C'est à toi.
Merci Cédric. Donc du coup, Alain vous a parlé des principes biophysiques de la bioimpédancemétrie. Maintenant, je vais continuer pour vous présenter en fait l'utilisation de la bioimpédancemétrie dans le contexte clinique et notamment dans le suivi clinique de patients qui seraient atteints de pathologies chroniques. Pour remettre un peu de contexte épidémiologique, voilà. Les maladies chroniques à l'heure actuelle, selon l'OMS, représentent en fait la première cause de mortalité au niveau mondial avec 74% des décès totaux. En France, c'est également le cas où le cancer et les maladies cardiovasculaires sont les premières causes de mortalité et de morbidité. Et on voit une augmentation très importante de la charge de ces pathologies, à la fois sur la mortalité et la morbidité, comme le montre ce graphique qui représente les Disability Adjusted Life Years, qui sont la méthode de mesure de la mortalité et de la morbidité. Et donc, ces pathologies chroniques représentent un enjeu de santé publique majeur au niveau mondial et en France. Ces pathologies chroniques sont la résultante d'une interaction complexe entre des prédispositions génétiques, un mode de vie qui va être déséquilibré et une exposition à des substances toxiques pour l'organisme qui sont présentes dans l'environnement. Elles vont développer au cours du temps une dysfonction progressive de l'homéostasie et donc des grandes fonctions physiologiques, ce qui va entraîner une diminution de l'état de santé général des patients et ainsi aussi également diminuer la qualité de vie. De plus, la diminution de l'état de santé général des patients entraîne des comorbidités qui vont elles-mêmes diminuer la qualité de vie des patients. Et donc, d'un point de vue prise en charge, ce sont des pathologies qui vont demander une prise en charge sur le temps long, à la fois sur une prise en charge médicamenteuse, une prise en charge sur le mode de vie et qui nécessite aussi un suivi de l'état clinique au cours du temps et donc un suivi avec des techniques rapides, fiables et aussi économiques. Cette dysfonction progressive de l'homéostasie, elle peut entraîner en fait une altération de la composition corporelle. Donc la composition corporelle, en fait, c'est une modélisation du corps humain en compartiments qui vont différer par leur composition, surtout leur composition chimique. Le modèle le plus simple qui a été décrit, c'est un modèle à 2 compartiments qui séparent les lipides de la masse grasse des autres composants de la masse en graisse que sont la protéine, les minéraux et l'eau. Avec l'amélioration des techniques de mesure, on a pu commencer à mesurer directement l'eau totale et donc obtenir des modèles à 3 compartiments qui séparent la masse sèche hors graisse contenant les protéines et les minéraux et l'eau totale. Puis, nous avons pu développer, les chercheurs et la science en général a pu développer un modèle à 4 compartiments où on peut discriminer l'eau intra- et extracellulaire. Puis petit à petit aussi discriminer la composition de la masse sèche en graisse à la fois au niveau des protéines intracellulaires, des minéraux et des solides extracellulaires. Et enfin, on peut combiner le modèle à 5 et 4 compartiments pour obtenir un modèle à 6 compartiments où on peut obtenir en fait la composition chimique des compartiments intra- et extracellulaires de façon précise. Il est à noter qu'il faut prendre en compte que le nombre de compartiments mesurés va dépendre de la technique de mesure de composition corporelle utilisée et que le nombre de compartiments qui va être considéré lors de la mesure va permettre une évaluation plus ou moins précise de la composition corporelle en fonction de la situation. Et la bioimpédancemétrie, dans ce contexte de composition, de mesure de la composition, d'évaluation de la composition corporelle, comme l'a décrit Alain, va utiliser des microcourants de basse intensité avec des fréquences différentes, qui vont permettre en fait de mesurer des bioimpédances à la fois du compartiment extracellulaire seul ou de la totalité des compartiments, et après application d'algorithmes spécifiques, pouvoir évaluer la composition corporelle et donc le statut nutritionnel d'un individu. Si on parle du BioDXpert, les dispositifs sont capables de donner 15 paramètres disponibles, 15 paramètres de la composition corporelle, allant de paramètres de la masse en graisse, de la masse grasse ou encore de l'eau totale. Comme je vais vous présenter plusieurs paramètres donnés par le dispositif de la composition corporelle, je vais vous proposer un petit exercice pour que ça soit clair pour tout le monde en termes d'organisation. Donc, comme je vous le disais précédemment, le modèle le plus simple, c'est un modèle à 2 compartiments qui sépare la masse en graisse de la masse grasse. Cette masse en graisse peut être divisée en masse sèche en graisse et en eau totale.
Cette masse sèche en graisse contient toutes les protéines et tous les minéraux à l'intérieur du corps qui ne sont pas contenus dans la masse grasse, qui contient uniquement des lipides. Et on peut diviser ces minéraux en minéraux non osseux, qui sont les minéraux dilués dans les liquides intra- et extracellulaires, et le contenu minéral osseux qui correspond aux minéraux contenus dans le squelette. Les protéines peuvent être divisées en protéines extracellulaires, et les protéines extracellulaires et le contenu minéral osseux représentent en fait les tissus de soutien, que sont le squelette, les tendons, les ligaments, etc. Et on peut également obtenir ce qu'on va appeler la masse protéique métabolique, qui correspond en fait à l'ensemble des protéines intracellulaires qui vont participer au métabolisme des cellules. L'eau totale, quant à elle, peut être divisée en eau intracellulaire et en eau extracellulaire. Et à partir de la masse protéique métabolique et de l'eau intracellulaire, on peut en déduire la masse cellulaire active, qui correspond à l'ensemble, à la masse totale des cellules du corps. Donc à la fois des organes en général et dans un contexte de composition corporelle, de la masse musculaire squelettique plus spécifiquement. En parallèle, on peut également obtenir avec l'eau intracellulaire et l'eau extracellulaire une mesure appelée l'équilibre hydrique qui va en fait correspondre à la répartition de l'eau entre ces deux compartiments. Ici, entouré, vous pouvez voir toutes les mesures obtenues par le BioDXpert, ce qui permet en fait une évaluation assez précise de la composition corporelle et donc du statut nutritionnel des patients. En plus de ces paramètres de la composition corporelle, on est capable d'obtenir deux paramètres intéressants qui sont des paramètres bruts de la bioimpédance-métrie, l'angle de phase et le ratio d'impédance. Et biologiquement, ce sont deux valeurs qui sont associées à la qualité de la membrane cellulaire. Et ça, il a été montré que ces deux paramètres, en conséquence, étaient associés à l'état de santé général des sujets et à d'autres paramètres fonctionnels que sont le risque de complications cardiovasculaires, le statut nutritionnel, la survie chez les patients atteints de cancer ou encore la force maximale de préhension. Et ces deux marqueurs constituent un intérêt dans la prise en charge des patients, à la fois en tant que marqueur de l'état général des patients au début de la prise en charge, mais aussi en fait dans le suivi au cours du temps, que ce soit lors de visites de contrôle, lors d'une hospitalisation pour des complications cliniques qui peuvent être graves, voire en suivi post-opératoire pour voir la récupération post-opératoire. Donc, pour conclure sur cette sous-partie, la mesure de bioimpédance-métrie va permettre d'évaluer le statut nutritionnel des patients. Ça a un intérêt dans un premier temps sur la détection de déséquilibre pathologique en diagnostic de première intention et ou en prévention. Et à l'heure actuelle, en termes d'utilisation, on voit que la bioimpédance-métrie est utilisée dans trois grands contextes, que sont la dénutrition, qui se caractérise par une diminution de la masse en graisse de manière générale, l'obésité, qui se caractérise par une augmentation très importante de la masse grasse, et de plus en plus, la bioimpédance-métrie commence à être utilisée dans les déséquilibres hydriques qui sont caractéristiques de l'insuffisance rénale. Et en plus de cette capacité de détection, la bioimpédance-métrie va permettre d'évaluer et d'adapter la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques. Donc, dans la suite de cette présentation, je vais vous présenter en fait l'utilisation générale de la bioimpédance-métrie dans ces trois contextes. Mais dans votre pratique, vous pouvez rencontrer des cas un peu plus précis, mais qui peuvent rejoindre ces trois grandes utilisations. Donc, la dénutrition, la définition que propose la Haute Autorité de Santé est que la dénutrition va correspondre à un état clinique qui résulte d'un déséquilibre nutritionnel qui va provoquer un amaigrissement important de l'individu. Par contre, il est important de noter que la Haute Autorité de Santé précise qu'il n'y a pas de définition arrêtée à l'heure actuelle de la dénutrition au niveau scientifique et qu'il existe des cas de dénutrition qui résultent d'un déséquilibre nutritionnel, mais qui ne résultent pas en un amaigrissement important de l'individu. De manière générale, les causes de la dénutrition sont une diminution de l'apport énergétique, et plus particulièrement de l'apport protéique, mais aussi une augmentation du catabolisme qui peut être liée à des conditions pathologiques. Et parfois, elle peut aussi être un mélange des deux qui va encore plus favoriser une dénutrition. D'un point de vue des conséquences, la dénutrition va dégrader de façon très très importante la composition corporelle.
ce qui va diminuer la capacité fonctionnelle des patients, c'est-à-dire la capacité à réaliser des activités de la vie quotidienne, aggraver leur état clinique et voire même, dans les cas les plus graves, entraîner leur décès. En termes de diagnostic de la dénutrition, la Haute Autorité de Santé recommande un diagnostic sur 2 critères, un critère phénotypique, et notamment prend en compte la bioimpédancemétrie comme outil de diagnostic de la dénutrition, à la fois sur une perte de poids rapide, un index de masse en graisse qui serait inférieur à 17 kg par mètre carré pour les hommes et 15 kg par mètre carré pour les femmes, et une réduction de la masse et ou de la fonction musculaire. Et un de ces critères phénotypiques doit être associé à un critère étiologique qui est une difficulté à s'alimenter ou qui peut être associé à une diminution de la capacité à absorber les aliments et ou à une condition pathologique qui va augmenter le catabolisme au niveau corporel. Une des conditions qui est associée à la dénutrition, c'est la sarcopénie, qui est plus précisément la diminution de la masse et de la fonction, c'est-à-dire la capacité à produire de la force, qui est associée au vieillissement, mais aussi à des états pathologiques comme le cancer. La réduction de la masse musculaire, de manière générale, est associée à un déséquilibre de la régulation de la masse protéique avec une augmentation de la dégradation des protéines intramusculaires associée à une diminution de la synthèse protéique. L'augmentation de la dégradation protéique est généralement associée à une activation des systèmes protéolytiques qui est une conséquence d'une augmentation du stress oxydant et de l'inflammation systémique. En même temps, la diminution de la synthèse protéique va être associée à une diminution de l'apport protéique, mais aussi parfois à une diminution de la réponse anabolique à cet apport protéique. Et d'un point de vue fonctionnel, cette diminution que l'on peut observer à la fois dans des pathologies chroniques diverses, mais aussi dans le vieillissement, va entraîner en fait une diminution de la capacité fonctionnelle des patients, donc dans leur capacité à réaliser les activités quotidiennes. Et donc, spontanément, les patients qui présentent des dysfonctions musculaires et des sarcopénies diminuent leur activité physique. La diminution de l'activité physique va entraîner des comorbidités qui vont diminuer la qualité de vie de ces patients. Et la principale conséquence également, c'est que la diminution de l'activité physique va favoriser la physiopathologie de ces deux conditions, ce qui va entraîner un cercle vicieux pathologique. Donc, à l'heure actuelle, il semble vraiment extrêmement important de suivre la masse et la fonction musculaire squelettique dans les pathologies chroniques, dans la prise en charge, afin de maintenir cette capacité fonctionnelle au cours de la prise en charge des patients. Et donc, un des paramètres importants dans le suivi de la dénutrition et de la sarcopénie, c'est la masse musculaire squelettique des membres. Et deux moyens de suivre la masse musculaire squelettique des membres, c'est à la fois de suivre la cinétique de modification au cours du temps. En effet, on peut observer une diminution très rapide de la masse musculaire sans que celle-ci soit suffisamment diminuée pour qu'on dise que c'est vraiment une sarcopénie. Mais on peut voir le début de la sarcopénie. Et on peut également utiliser l'ASMI, qui est le ratio de la masse musculaire squelettique des membres sur la taille au carré, qui a un index décrit dans la littérature et dont la limite inférieure est fixée à 5,5 kg par mètre carré pour les femmes et à 7,26 kg par mètre carré pour les hommes, selon la Haute Autorité de Santé. Un autre paramètre est la masse hors graisse, où vous allez avoir une diminution, et notamment du FFMI, qui est le ratio de la masse hors graisse sur la taille au carré, et que la Haute Autorité de Santé recommande comme limite inférieure de détection de la dénutrition, avec les deux valeurs de 17 et 15 kg par mètre carré en fonction du genre, enfin des sexes, pardon. Cependant, il faut bien faire attention à l'état d'hydratation des individus. En effet, ces deux paramètres vont être modifiés par l'état d'hydratation et sur une prise en charge assez courte, on peut avoir une modification qui peut être là une déshydratation assez rapide. Et donc, c'est pour ça qu'il est important d'utiliser la masse en graisse et la masse protéique métabolique en complément, car ces deux paramètres, en fait, contiennent uniquement les protéines et les minéraux. Et dans un contexte de suivi de masse musculaire squelettique, la modification de ces deux paramètres serait plutôt liée à une diminution de la masse protéique et donc confirmerait ce statut de sarcopénie et ou de dénutrition. Pour vous illustrer, on a ici un exemple d'une patiente qui a été atteinte du Covid-19 en avril 2020 et en fait, entre avril et mai 2020, elle a perdu 4 kg de masse corporelle, soit 6,9%, ce qui est considéré comme une dénutrition modérée
selon la Haute Autorité de Santé. Si on observe effectivement la masse en graisse, vous pouvez voir ici que la masse en graisse passe en dessous que le FFMI passe en dessous de la limite inférieure recommandée par la Haute Autorité de Santé, ce qui indique une dénutrition. En plus, si on s'intéresse à la masse musculaire squelettique des membres, vous pouvez voir que la SMI passe également en dessous de la limite recommandée par la HAS, mais également qu'il y a une perte de masse musculaire extrêmement importante au cours de ce mois, avec 1 kg en un mois, ce qui est, si on considère la masse musculaire squelettique, quand même extrêmement important. Et dans le contexte de Covid-19, il se peut qu'en fait, cette perte de masse musculaire extrêmement importante puisse être liée à l'état inflammatoire extrêmement important associé à cette condition pathologique. Un autre paramètre qui peut être intéressant dans le suivi de la dénutrition et qui est associé à la masse musculaire squelettique, c'est le rapport de la masse musculaire squelettique sur la masse en graisse. En plus de la cinétique de perte que vous pouvez voir ici, qui est également observable sur la masse musculaire squelettique totale. Ce rapport de la masse musculaire squelettique sur la masse en graisse est à peu près de 51%, 51-52% pour les hommes et de 49-50% pour les femmes. Et on peut voir ici que ce rapport est très inférieur à 49%, ce qui confirme cette dénutrition. En plus de ces paramètres de la composition corporelle, il a été montré que l'angle de phase pouvait être intéressant dans le suivi de la dénutrition. En effet, plusieurs études ont montré que la force maximale de préhension de la masse musculaire squelettique était associée à une diminution de l'angle de phase. Ce qui a amené des auteurs, notamment Yamada et collaborateurs et Kilik et collaborateurs, à proposer des limites inférieures pour les populations asiatiques dans le cadre de Yamada et pour les populations européennes dans le cadre de Kilik et collaborateurs. Et donc, l'angle de phase est un paramètre complémentaire du suivi de la masse musculaire et de la masse en graisse dans la détection de la sarcopénie. Et en plus, il semblerait qu'il puisse également prendre en compte la diminution de la fonction musculaire. Donc, en conclusion, la dénutrition et la sarcopénie sont présents dans de nombreuses pathologies chroniques et le vieillissement, ce qui va entraîner une dégradation de l'état clinique, une diminution de la capacité fonctionnelle, diminuant ainsi la qualité de vie. Et dans le cas de la cachexie associée en cancer, on peut même observer une diminution de la survie extrêmement importante lorsque ces conditions sont présentes. Et en termes de suivi, les paramètres les plus intéressants restent les paramètres associés à la masse en graisse et la masse musculaire squelettique, avec en complément la masse sèche en graisse et la masse protéique métabolique. L'obésité, quant à elle, va correspondre à une accumulation très élevée de tissus adipeux qui va entraîner, comme le montre cette figure, de nombreuses modifications pathologiques, notamment une augmentation de l'inflammation responsable d'une insulinorésistance et une lipotoxicité qui vont être responsables de nombreuses complications cardiovasculaires. De plus, l'augmentation très importante de leur masse corporelle va entraîner des troubles musculo-squelettiques et tout cela va dégrader l'état de santé des patients et diminuer leurs capacités fonctionnelles qui vont entraîner une diminution de la qualité de vie en plus de leur dégradation de l'état clinique. Et cette pathologie, comme toute pathologie chronique, doit avoir un suivi médicamenteux au long terme et aussi des prises en charge au niveau du mode de vie. Et donc, les paramètres les plus utiles pour suivre cette pathologie restent la masse grasse, et notamment un paramètre que nous donnons qui est la masse grasse à hydratation constante, où vous pouvez trouver ici la masse grasse brute, mais également le pourcentage de masse grasse pour une hydratation qui est parfaite. Pourquoi nous proposons ce marqueur? C'est parce qu'au cours de la journée, des variations de poids sont très liées à l'hydratation de la masse en graisse au cours de la journée. Et donc, cela peut entraîner un biais dans le suivi du pourcentage de masse grasse, dans la prise en charge courante. Et donc, ce paramètre permet de limiter ce biais. En complément, l'angle de phase et le ratio d'impédance sont deux paramètres qui sont, comme je précisais avant, reliés à l'état de santé général et au risque nutritionnel des patients. Et donc, ils peuvent permettre un suivi complémentaire de l'état clinique des patients.
Enfin, les patients atteints d'obésité sont souvent caractérisés par une déshydratation chronique, qui pourrait être liée à une diminution des apports totaux, mais aussi à une diminution de la qualité des apports. Et donc, il reste important aussi de suivre l'hydratation de ces patients. Et encore plus, cette diminution de l'état d'hydratation des patients peut justifier aussi l'utilisation de la masse grasse à hydratation constante dans le suivi clinique de ces patients. Les patients atteints d'obésité peuvent également être atteints d'obésité sarcopénique, dont le diagnostic est un peu particulier. Pourquoi? Parce que l'augmentation de la masse corporelle, physiologiquement, va entraîner une augmentation de la charge mécanique totale pour le squelette et les muscles, ce qui entraîne une augmentation du contenu minéral osseux et de la masse musculaire squelettique. Le paradoxe, c'est que les altérations physiopathologiques présentes dans l'obésité vont entraîner une dysfonction musculaire chez ces patients. Et cette dysfonction musculaire est également en fait associée à une masse musculaire réduite. Et alors là, ça peut vous paraître paradoxal parce que je viens juste de vous dire qu'il y avait une augmentation de masse musculaire squelettique. Mais en fait, si on observe cette masse musculaire par rapport à la masse totale, en fait, cette masse musculaire n'est pas suffisamment importante par rapport à la masse totale. Et ça va caractériser une obésité sarcopénique, Et ce paradoxe entre une masse musculaire squelettique qui est augmentée par rapport à une référence et en fait cette masse musculaire réduite par rapport à la masse totale peut entraîner une absence de diagnostic de la sarcopénie qui peut vraiment être délétère pour ces patients. Pour vous montrer... Alors, pardon, j'ai un petit souci de diaporama, je vais juste vous... Bon, pardon, je suis désolé, j'ai une diapositive qui a sauté. Alors en plus, voilà. Donc, en conclusion, l'obésité va entraîner une accumulation très élevée de tissu adipeux qui peut être suivi à la fois par la masse grasse brute et la masse grasse à hydratation constante, à une diminution de l'hydratation qui peut être suivi à la fois par l'équilibre hydrique et l'hydratation hors graisse, et pour la sarcopénie, que l'on peut suivre à la fois par la masse en graisse et la masse musculaire squelettique, et à la fois par une diminution du rapport sur la masse musculaire squelettique et sur la masse en graisse. Alors, je m'excuse, je viens de me rendre compte qu'une de mes diapositives a sauté, où je voulais vous présenter un cas d'obésité sarcopénique qui était très parlant. Si des gens sont intéressés par ce cas, ils peuvent me contacter, comme ça je pourrais leur envoyer, leur expliquer, parce que c'est vraiment, selon nous, quelque chose de très important dans le suivi de l'obésité. Enfin, pour parler des déséquilibres hydriques liés à l'insuffisance rénale qui commence à émerger au niveau de la bioimpédance-métrie, l'insuffisance rénale est une pathologie qui diminue la capacité de filtration rénale. Cette diminution de la capacité de la filtration rénale se fait au cours du temps, mais elle va surtout entraîner une accumulation d'eau extracellulaire qui va avoir pour conséquence d'augmenter la pression artérielle. Cette augmentation progressive de la pression artérielle va entraîner de nombreuses complications cardiovasculaires associées à cette insuffisance rénale. Les thérapies classiques pour le début de l'insuffisance rénale sont des thérapies conservatives. L'idée est donc de maintenir au maximum cette capacité de filtration rénale. Cependant, à partir d'un moment, celle-ci devient tellement faible qu'il faut la remplacer, notamment par une diminution de la dialyse. Une diminution de la dialyse, par l'utilisation de la dialyse pour éliminer cette accumulation d'eau extracellulaire. Comme de nombreuses pathologies chroniques, les patients atteints d'insuffisance rénale présentent une dénutrition et une dysfonction musculaire. Cette dysfonction musculaire va entraîner une diminution de la capacité fonctionnelle qui, comme pour d'autres pathologies, va augmenter la baisse de la capacité de la filtration rénale, donc dégrader encore plus la physiopathologie de ces patients et en plus, encore plus, limiter cette dysfonction musculaire. Pour suivre cette accumulation d'eau extracellulaire qui est le principal composant de
cette pathologie, on peut utiliser l'équilibre hydrique et l'eau totale, à la fois pour la détermination du poids sec et du volume d'eau associé, une surveillance de l'accumulation de l'eau extracellulaire et un calcul et une vérification du volume de dialyse. En parallèle, pour la dysfonction musculaire, vous pouvez utiliser également les autres paramètres déjà précédemment décrits. Pour vous donner un exemple au niveau du suivi en dialyse, vous avez l'exemple ici d'une patiente en EHPAD, un suivi post- et pré-dialyse, où vous pouvez voir que la perte de poids post-dialyse correspond bien à la perte du volume hydrique associée à la dialyse, et que si on regarde ici la répartition de l'eau entre les compartiments intra- et extracellulaires en pourcentage, vous voyez bien qu'il y a un retour vers l'équilibre avec une diminution de l'eau au niveau extracellulaire et un retour à la normale avec de l'eau intracellulaire. Et donc, en conclusion sur l'insuffisance rénale, donc cette pathologie, comme je disais, est associée à une accumulation d'eau extracellulaire qui va augmenter, qui peut être suivie par l'équilibre hydrique et l'eau totale, et qui va permettre de suivre l'accumulation de cette eau extracellulaire, et de calculer et de vérifier le volume de dialyse. De plus, la dysfonction musculaire qui est présente dans cette pathologie et qui va diminuer la capacité fonctionnelle de la même façon que dans les autres pathologies peut être suivie par les différents paramètres décrits précédemment. Donc, pour conclure, la mesure de bioimpédance va permettre une détermination ambulatoire de la composition corporelle, qui, associée avec l'angle de phase et le ratio d'impédance, qui sont deux marqueurs de l'état de santé général des sujets, très intéressants dans le suivi des patients atteints de pathologie chronique. Les différents paramètres de la composition corporelle sont notamment au niveau de l'hydratation, suivent l'état d'hydratation et l'équilibre hydrique des patients. Au niveau de la masse musculaire, suivent l'apparition potentielle d'une sarcopénie et d'une capacité fonctionnelle et la baisse de capacité fonctionnelle. Le suivi de la masse grasse permet de suivre les risques métaboliques. Et enfin, j'en ai moins parlé dans cette présentation, mais la bioimpédancemétrie permet aussi, via le suivi du contenu minéral osseux, de détecter une éventuelle ostéopénie présente dans certains cas pathologiques. Et donc, en conclusion, la bioimpédancemétrie est un outil d'intérêt dans le diagnostic et le suivi de patients atteints de pathologie chronique, considérant sa capacité à obtenir des informations faciles et rapides sur des paramètres d'intérêt dans la prise en charge de ces patients. C'est ainsi que je vais conclure cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et je crois qu'il nous reste une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Tout à fait, Étienne, il nous reste une dizaine de minutes. Avant de commencer par les questions-réponses, est-ce que tu peux te représenter ton parcours professionnel et ta fonction au sein d'Aminogramme? Alors, effectivement, donc, j'ai intégré Aminogramme en septembre 2020, mais avant cela, en fait, j'ai effectué une thèse à Lyon au sein d'un laboratoire qui était le laboratoire interministériel de biologie de la motricité, donc sur un sujet qui était à l'interface entre les sciences du sport et de la santé, portant plus précisément en fait sur la dysfonction musculaire présente chez les patients atteints de drépanocytose, donc une pathologie du globule rouge, et de leur impact sur leur capacité fonctionnelle et aussi sur les causes de cette dysfonction musculaire. Avant de commencer cette thèse, en fait, j'ai un parcours entre guillemets un peu hybride où j'ai une licence en biologie cellulaire et en physiologie animale, sur laquelle j'ai poursuivi un Master 1 en physiologie et en Master 2, je suis passé en STAPS, donc en sciences et technologies des activités physiques et sportives. Donc, j'ai un profil qui est hybride entre les sciences du sport et les sciences de la santé. Et j'ai intégré Aminogramme avec pour mission en fait de m'occuper de tout ce qui va être recherche clinique à la fois au niveau interne, mais aussi d'accompagner les différents projets de recherche clinique avec nos dispositifs, mais aussi de vous accompagner dans la mise en place de la bioimpédancemétrie dans votre pratique courante au niveau clinique, que ce soit pour des médecins, des diététiciens ou d'autres professionnels comme les APA par exemple. Merci Étienne. Pour continuer sur sa présentation, il y a une question de Madame Corinne Clavel qui demandait qu'en est-il de l'eau extracellulaire et intracellulaire s'il y a obésité? Alors, de manière générale, je vais remonter sur les diapos précédentes.
si le PC le veut bien. Mais de manière générale, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'on observe une déshydratation générale à la fois au niveau intracellulaire et au niveau extracellulaire. Par contre, si on compare ces deux compartiments, les régulations de l'homéostasie au niveau hydrique vont essayer de favoriser au maximum les compartiments intracellulaires pour pouvoir en fait maintenir la fonction cellulaire. Et donc, on va observer plutôt une déshydratation très prononcée dans l'extracellulaire plutôt que dans l'intracellulaire. Très bien, merci. Une autre question de Anne Chaken. Les références estimées tiennent-elles compte des spécificités de population ethnique ou est-ce une moyenne de l'ensemble des individus? Alors, c'est des références qui sont de la littérature et qui sont plutôt des références. Alain, tu me corrigeras si je dis une bêtise, mais ce sont plutôt des références générales qui ne prennent pas forcément en compte les différences ethniques, même si dans la littérature, on ne voit pas de différence flagrante entre les différentes populations, en tout cas caucasiennes et hispaniques ou afro-américaines. Oui, alors. Effectivement, on ne constate pas de différence majeure, à part éventuellement des valeurs de référence. Parce qu'il est évident que si on prend un hindou, quelqu'un qui vit en Inde, qui a en fait souvent une bonne masse musculaire, mais très très fine, etc., on ne va pas avoir le même rapport qu'avec un Africain qui a une masse musculaire importante. Après, la qualité des fibres musculaires, c'est une autre histoire. Mais au niveau référence, par exemple, au niveau de la masse grasse, et ben, si on part aux États-Unis, les références sont un petit peu plus élevées parce qu'il y a une tolérance qui est plus importante. Est-ce que c'est bon d'avoir une tolérance plus importante ou pas? Je n'en suis pas persuadé parce que c'est toujours quand même cette tolérance sur la masse grasse, un critère de santé, et que ce critère de santé, ben, il est universel pour tous les individus. Voilà mon opinion. Donc nous, on se base sur des critères qui sont des critères reconnus sur l'Europe au niveau de la masse grasse, et je pense que ce sont les bonnes références. Merci Alain. Étienne, une autre question de Caroline Vial. Donc, je n'ai pas bien compris comment voir si la masse musculaire de la personne obèse est insuffisante par rapport à sa masse totale. Je travaille en chirurgie bariatrique. C'est compliqué d'expliquer à des patients obèses ne faisant pas de sport qu'ils manquent de masse musculaire alors que leur score est au plafond. Alors, de manière générale, et je comprends tout à fait votre question parce qu'il y a une subtilité qui, comme je le disais, est un peu contre-intuitive. En fait, si on s'intéresse seulement à la masse à la référence estimée de la masse musculaire squelettique des membres et la masse musculaire squelettique totale, en fait, effectivement, on va voir des personnes qui sont dans le vert avec une masse musculaire vraiment beaucoup plus développée que leurs références, en fait. Et donc, à ce moment-là, on peut effectivement se dire que ces patients ont suffisamment de masse musculaire pour assurer leur fonction posturale, leur fonction de locomotion. Mais, comme je le disais, en fait, cette augmentation de masse musculaire, elle est la principale conséquence du fait que leur masse corporelle est très, très augmentée et donc que la contrainte mécanique sur le squelette et le muscle va entraîner cette augmentation. À partir de ce moment-là, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette augmentation de masse musculaire, elle est suffisante pour compenser la masse corporelle totale? Et c'est là où, en fait, ça devient intéressant de regarder, en fait, le rapport de la masse musculaire sur la masse en graisse. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous donne une idée de la quantité de masse musculaire par rapport à la masse totale. Et donc, de savoir si cette masse musculaire, en termes de quantité, elle est suffisante pour supporter la masse totale. Et à ce moment-là, si cette masse musculaire sur la masse en graisse, elle est beaucoup trop basse,
C'est-à-dire que ça veut dire que si cette masse musculaire, même si elle est un peu augmentée, elle n'est toujours pas suffisante pour supporter la masse totale de ces personnes-là. Et donc que les contraintes mécaniques que vont entraîner en fait la locomotion sur le muscle, le squelette et tout le reste va entraîner des conséquences qui peuvent être extrêmement graves pour ces gens à terme. Donc je ne sais pas si c'est plus compréhensible maintenant, mais c'est comme je sais que c'est un peu subtil, comme je dis, je rejoindrai le cas spécifique avec, avec le replay de ce webinaire. Et si vraiment vous avez des questions, vous pouvez me recontacter par mail pour qu'on en discute plus précisément. Et Étienne, on pourra aussi en discuter lors du prochain webinaire qui traitera du surpoids et de l'obésité. Donc, il y a une autre question de Marie-Hélène Touzane. Quels peuvent être les biais d'interprétation des résultats lors d'une prise? Y a-t-il des pathologies ou une vigilance accrue à avoir par rapport à ce point? Peut-on prendre des critères d'interprétation de la dénutrition pour les patients anorexiques ou boulimiques? Alors, je vais juste réafficher la question parce qu'il y a plusieurs questions en une. Alors, de Marie-Hélène Touzane. Ouais, sur les biais d'interprétation des résultats lors d'une prise. Alors, sur des biais d'interprétation, je vais séparer en fait deux interprétations qui sont l'interprétation par le dispositif, c'est-à-dire en fait le passage de la mesure de bioimpédance jusqu'à l'évaluation des différents compartiments et l'interprétation des résultats par le professionnel. Alors, les biais d'interprétation des résultats par le professionnel, je suis incapable de vous donner de réponses précises, étant donné que ça dépendra effectivement de chaque professionnel, de son expérience, des pathologies qu'il rencontre. Par contre, sur les biais d'interprétation, il peut y en avoir certains, notamment en fait sur les conditions de prise de mesure, parce que la bioimpédancemétrie, comme de nombreuses mesures physiologiques, est dépendante de l'état physiologique de la personne. Et donc, c'est pour ça qu'il faut les standardiser au maximum. Les biais d'interprétation qu'on peut avoir, c'est potentiellement des états de déshydratation très, très importantes. Ça peut être des gens aussi qui ont réalisé un exercice physique très important récemment. Ça peut être aussi également un état, une mauvaise pose des électrodes si c'est une prise avec câble, mais aussi une mauvaise pose des électrodes. Donc, il faut être vigilant sur la standardisation de la prise de mesure. Et pour avoir vérifié, pour des mesures standardisées, on va limiter au maximum les biais d'interprétation, les biais de mesure et donc les biais d'interprétation. Merci Étienne. Étienne, j'ai une question par rapport à ta présentation. Donc, tu as abordé par exemple la dénutrition, la sarcopénie, l'obésité et aussi la néphrologie. Est-ce qu'on peut utiliser la biométrie pour des pathologies beaucoup plus rares? Alors, effectivement, oui, là je vous ai présenté des cas très généraux, mais on peut l'utiliser dans des pathologies beaucoup plus rares, notamment, je pense, aux myopathies, pour un suivi de la masse musculaire squelettique des membres. On peut aussi le suivre, alors, je l'ai montré, je l'ai mentionné très rapidement dans ma présentation, mais par exemple, sur d'autres pathologies cardiovasculaires telles que l'insuffisance cardiaque, même par exemple la drépanocytose, d'expérience, je pense que dans la drépanocytose, le suivi de la composition corporelle peut être super intéressant chez ces patients-là. Mais aussi, ça peut être très utile dans des bronchopathies chroniques obstructives. Ici, je vous ai vraiment présenté des cas généraux, mais si les pathologies rares ont certaines des composantes que j'ai décrites à ce moment, en fait, on peut l'utiliser à ce moment-là. Un dernier exemple, j'ai présenté les déséquilibres hydriques dans le cadre de la néphrologie et de l'insuffisance rénale, mais ça commence à être utilisé aussi énormément dans les services de réanimation, qui sont aussi caractérisés par des déséquilibres hydriques très importants. D'accord. Une autre question qui avait été posée par mail par Jacques Cournant. Je trouve que la fiabilité des résultats sur les enfants n'est pas aussi bonne que pour les adultes. Pouvez-vous me l'expliquer et pensez-vous que ça s'améliorera? Alors, c'est
À l'heure actuelle, en fait, comme il n'y a pas d'équations prédictives en fait qui ont été développées, euh, alors qui sont spécifiques de la population générale des enfants. Pourquoi je dis ça? Parce que par exemple, dans le cadre des collaborations qu'on a avec l'aminogramme, nous avons développé une équation spécifique pour des patients atteints de mucoviscidose avec l'hôpital Necker. Mais à l'heure actuelle, il n'existe pas en fait d'équation spécifique à la population pédiatrique. Ce qui fait qu'à ce moment-là, en fait, l'interprétation des mesures de bioimpédance chez les enfants peut être très variable parce que ces équations sont non spécifiques. Ce qui fait qu'en fait, on peut utiliser la bioimpédancemétrie chez les enfants, mais le fait que les équations prédictives ne soient pas développées pour cette population de manière spécifique fait qu'il y a une variabilité qui est présente dans tous les dispositifs. Et à ce moment-là, normalement, enfin, je dis normalement parce que ça va s'améliorer, notamment parce que notre cas, mais je pense que de nombreux autres fabricants sont en train de le faire, et des équipes de recherche qui ne sont pas forcément des fabricants mieux impédance maîtrise sont en train de développer des équations spécifiques à la population pédiatrique, justement pour pallier à ce manque de fiabilité dans cette population. Merci Étienne. Donc, on a dépassé un petit peu notre temps. L'assistance est toujours là. Une dernière question que j'aime vous poser. Donc, Alain et Étienne, à votre avis, d'un point de vue de la recherche et de l'innovation, mais aussi de l'utilisation en clinique, quels sont, selon vous, l'avenir de la bioimpédométrie? Donc, essayez de faire une synthèse avant de fermer ce webinaire. Alors, je vais commencer, puis je laisserai la parole à Alain. Moi, j'ai vraiment parlé d'un point de vue clinique. Ici, je vous ai vraiment parlé de l'utilisation en fait dans le suivi de patients atteints de pathologies chroniques, donc qui ont des gens qui ont des pathologies déclarées. Sauf que l'un des grands enjeux à l'heure actuelle, c'est que ces pathologies, on sait qu'elles sont évitables. On sait qu'il y a de la prévention à faire. Et en fait, il y a plein de gens, on le sait que parfois 5, 10, 15 ans avant, ils commencent à avoir des déséquilibres de ces grandes fonctions, physiologiques et des déséquilibres qui, à cet instant, ne sont pas encore pathologiques, mais s'ils continuent dans leur mode de vie, avec certaines prédispositions génétiques ou dans l'environnement dans lequel ils sont, ils vont développer ces pathologies chroniques. Et donc, une des utilisations que moi je vois qui va être les plus intéressantes pour la bioimpédancemétrie, c'est réellement cette utilisation en prévention. C'est-à-dire en fait de faire des mesures sur des patients, sur des sujets qui ne sont pas encore pathologiques pour détecter de façon précoce d'éventuelles pathologies chroniques et d'éviter justement qu'ils développent ces pathologies. Parce que même si ça a fait beaucoup rigoler parce que le contexte le voulait pendant le Covid, mais le meilleur moyen de ne pas aller à l'hôpital, c'est de ne pas être malade. Et c'est très, 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 très vrai dans le cas des pathologies chroniques. Le meilleur moyen, c'est de ne pas les développer avant. Ouais. Alors, je te laisse. Oui, on va laisser le mot de la fin à Alex. Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter, sinon que on a exploré jusqu'à maintenant énormément de champs concernant la bioimpédancemétrie et ce qu'elle pouvait nous offrir. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce nouveau produit qu'on a sorti, qui est le BX3. On a, avec ce produit-là, du fait de pouvoir faire un balayage de fréquences sur une plage de fréquences très élevée, on récupère de nouveaux marqueurs qui paraissent très intéressants. Donc, je pense qu'une des évolutions qu'on aura, ce sont l'utilisation de nouveaux marqueurs. Pour le moment, on a l'angle de phase, le ratio d'impédance, qui l'un comme l'autre sont des marqueurs très intéressants, mais il y en a bien d'autres. Et voilà, donc aujourd'hui, on multiplie les sites d'évaluation avec ce nouveau produit. Et on attend les retours et les constatations. Et il va falloir après travailler sur la base de statistiques avant de pouvoir vous proposer des interprétations
de ces nouveaux marqueurs. Mais bon, d'ores et déjà, je peux vous dire que moi, je fais énormément de mesures et ça paraît évident. Après, ben voilà, c'est un des avenirs de la bioimpédancemétrie, il peut y en avoir d'autres. C'est un système qui avance. De notre côté, on a un système ouvert puisqu'on est sur un système de serveurs qui contiennent à la fois un calculateur et un logiciel. Et au fur et à mesure que on découvre quelque chose, eh bien, on l'améliore, on le propose et vous pourrez l'avoir si vous avez nos dispositifs directement servis chez vous. Faites votre mesure, ça part directement sur le serveur. Dans la fraction de seconde, vous avez la réponse. Et nous, de notre côté, on travaille et on essaye de vous apporter tout ce qui remonte un petit peu de la recherche en ce moment. Merci Alain. Merci Étienne pour ces présentations. Merci à l'assistance. Et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain webinaire qui aura lieu fin février, le 27, sur le surpoids et l'obésité. En attendant, nous allons vous envoyer un email avec une newsletter et aussi le replay de ce webinaire et une enquête. On vous remercie, bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.